Bonjour, bonjour, bienvenue à ce dernier atelier des enjeux de la recherche. Je vais nous présenter Lynn Kurzman, ma collègue, service aux collectivités, Geneviève Chicoine, donc toutes les deux agentes de développement au service aux collectivités de l'UQAM. Lynn est agente depuis beaucoup plus longtemps que moi. Vous allez comprendre pourquoi elle va prendre la parole plus longtemps. Là. Elle a une connaissance, une expérience. Donc, elle est agente de développement au domaine femmes et rapports de sexe. Elle a également à son actif des publications qui portent, en plus des sujets qui sont liés à son domaine d'intervention, sur l'éthique de la recherche-action et de la recherche partenariale. Pour ma part, je suis agente de développement depuis un peu plus de 2 ans. J'ai une maîtrise aussi en arts visuels et médiatiques et je viens du domaine communautaire, plus spécifiquement du domaine de la médiation culturelle. Donc, on situe vraiment notre présentation dans la perspective de l'approche du service aux collectivités. En bref, le service aux collectivités collabore avec des groupes sociaux sans but lucratif dont les populations visées ne sont pas traditionnellement desservies par les universités. La mission du service, c'est de répondre aux besoins qui leur sont propres à ces groupes-là dans une perspective de promotion collective et culturelle. On va voir plus loin que la question du transfert et de l'appropriation dont il est question aujourd'hui est au cœur de cette approche. Donc, l'objectif de l'atelier, dans ce cadre-là, à partir de d'où on parle, c'est de favoriser, faciliter, à travers cette approche-là qui est la nôtre, comment on favorise et on facilite, en fait, le transfert et l'appropriation dans le cadre de recherche ou de formation avec des groupes sociaux, dans une visée de réinvestissement des connaissances dans leurs pratiques, dans leurs actions et plus largement dans les collectivités. Il ne faut pas que j'oublie de changer. Ça marche pas. Voilà. Donc, le plan de la présentation, pour tenter d'éclairer cette question, on va dans un premier temps situer la différence entre deux grandes visions du transfert. Ensuite, on va vous présenter des clés épistémiques qui sont sous-jacentes au transfert tel qu'il est pratiqué au service aux collectivités. On va expliciter pourquoi et comment l'espace de collaboration dont on va vous parler est au cœur de notre démarche. Quelles sont les modalités bien concrètes qui sont nécessaires et les caractéristiques du transfert et de l'appropriation dans ce contexte-là. Lynn va vous présenter un exemple qui va bien illustrer ce dont on parle, comment s'articulent en fait ces principes et ces modalités. Et finalement, on va vous parler de quelques défis qui sont liés à cette manière de faire du transfert. Bonjour. Alors, il y a plusieurs approches du transfert, mais pour les besoins de notre travail, notre exercice aujourd'hui, on distingue deux grandes approches du transfert. La première, on peut l'appeler l'approche traditionnelle du transfert. C'est-à-dire, c'est une approche où les connaissances sont produites par des chercheurs et transférées à des utilisateurs potentiels. Cette forme de transfert est un état qui arrive le plus souvent en fin de recherche. Et il se concrétise dans des contextes de diffusion pouvant être variés, mais le plus souvent auprès de pairs universitaires. Ce transfert, qu'on pourrait appeler première manière, repose sur l'objectif de démontrer la pertinence de la recherche académique pour la résolution de problèmes, mais en partant de ces résultats qui sont produits par les chercheurs et en orchestrant la promotion. On connaît les congrès les scientifiques, les colloques, à travers les médias, une multitude d'outils variés pour diffuser ce type de recherche. Cette approche peut poser le problème de l'appropriation des connaissances, quand on travaille en partenariat, bien sûr, qui sont produites, car elles sont séparées du contexte et de l'action portée par les groupes et les acteurs visés. La deuxième approche, que nous appelons co-construction, c'est une approche où les connaissances sont produites dans un échange dialectique avec des partenaires non universitaires. Donc, un échange dialectique entre des chercheurs universitaires, des étudiants,
le monde universitaire, et des praticiens extérieurs à l'université, des intervenants, des citoyens, des citoyennes. Il s'agit d'une approche du transfert qui cultive une relation égalitaire ou de réciprocité entre les partenaires de l'université et les partenaires terrain, et ce, à toutes les étapes ou d'une formation. L'approche, vous le voyez bien, est à l'opposé d'une relation de type top-down ou hiérarchique que l'on retrouve encore souvent en recherche traditionnelle. Cette approche, qui est la nôtre au service aux collectivités, vise à revoir le processus même de la création des connaissances scientifiques afin de contribuer à la démocratisation des savoirs dans la perspective d'une société plus juste et égalitaire. Donc, dans cette présentation, nous nous situons dans la deuxième approche, où le transfert et l'appropriation font partie intégrante d'un processus de co-construction. Qu'est-ce que la co-construction? Il faut savoir que le terme co-construction appliqué au partenariat universitaire est assez récent. La sociologue française Madeleine Akritsch retrace l'usage du terme co-construction en milieu académique au tournant des années 80 et le définit ainsi. Une participation d'acteurs inhabituels dans les processus de production de connaissances, compte tenu de la répartition convenue des prérogatives, compétences et de l'expertise. Historiquement, au SAC, nous avons eu plutôt recours à la notion de recherche-action pour caractériser notre approche et l'échange coproduit et l'échange dialectique qu'elle permet entre les partenaires universitaires et communautaires. Dans notre contexte d'application, donc, co-construction et recherche-action spécifient en fait des pratiques collaboratives semblables. Donc, quand j'utilise le terme, quand on utilise le terme, bien souvent au service aux collectivités, on les utilise comme des synonymes. La vision du transfert qui s'en dégage part d'un questionnement épistémologique qui a mis de côté les certitudes positives du modèle de production du savoir traditionnel. Je pense qu'on les connaît, hein? C'est la distance du chercheur des acteurs du terrain pour ne pas contaminer les données de recherche. Seule cette distance qui garantit l'objectivité absolue du chercheur est fondamentale dans la perspective épistémologique traditionnelle. Donc, nous, ce qu'on a fait comme choix, c'est d'essayer de dépasser ces oppositions-là entre les savoirs dits savants et les savoirs dits populaires pour plutôt viser leur interaction et leur interfécondation, pour parler comme le CRSH. Donc, pour être plus précis, il y a des clés épistémiques qui ouvrent vers un transfert et une appropriation qui font une différence dans l'action. L'orientation épistémologique incluant le groupe partenaire comme un sujet capable de distance critique et non comme objet passif, c'est fondamental. L'ancrage dans la pratique et le statut d'acteur accordé au groupe, c'est central dans notre approche. Cette orientation imprègne les principes, les critères et les pratiques énoncées dans la politique puis les modalités qui sont mises en place au service aux collectivités. Les groupes produisent des connaissances et développent des stratégies de transfert et d'appropriation qui leur sont propres. Leur approche réflexive ont fait leurs preuves et se révèlent complémentaires à l'expertise académique des chercheurs. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que le service aux collectivités pratique cette approche-là depuis près de presque 40 ans. Donc, une clé du développement et de réussite des projets, c'est l'implication active des groupes comme véritable sujet. De la conception du projet et à travers toutes les étapes jusqu'aux étapes de réalisation et de transfert. De cette première clé découle une deuxième, celle de la reconnaissance des savoirs terrains. Leur intégration au savoir universitaire afin de favoriser le développement de connaissances nouvelles et de maximiser leur utilité dans la résolution des problèmes identifiés. C'est notre conviction que la rencontre, le croisement de ces savoirs-là crée des connaissances qui n'auraient pas pu être créées autrement que par cette rencontre-là. Cet enjeu de co-construction met en avant-scène des savoirs différents, qui sont différents à mobiliser dans le cours des projets, qui soient issus de la pratique universitaire ou terrain. Donc, il s'agit de les croiser au moyen d'un dialogue constructif instauré dès le début du projet et tout le long
du projet basé sur les différentes cultures en présence. Finalement, la troisième clé épistémique de l'approche du SAC a trait à la distribution du pouvoir. Cette préoccupation est une caractéristique du SAC. On reconnaît la réalité des inégalités inhérentes au statut et aux ressources dans la relation partenariale entre l'université et des groupes communautaires, la communauté. Cette clé ouvre sur une visée de partage démocratique des décisions qui se matérialise au SAC par le mécanisme de comité d'encadrement, ou ce qu'on va appeler un peu plus loin l'espace de collaboration, c'est-à-dire un espace de collaboration et de gouvernance. Ce mécanisme-là permet à tous et toutes non seulement d'être réceptifs au point de vue présent autour de la table, mais également de négocier pour déterminer ce qui doit être considéré ou non, sans entraver évidemment la liberté académique. Le recours à la négociation, à la médiation, assure un équilibre des échanges à toutes les étapes et nécessite un deuxième, on va parler après un deuxième élément très important qui est une troisième partie qui s'occupe de faire la médiation. Je vais essayer. Oui. Donc, on vient de le dire, pour s'assurer de la bonne mise en œuvre des clés que l'on vient de nommer, un espace dédié est nécessaire. Il peut s'appeler comité de direction, de suivi, de pilotage. Au service aux collectivités, on l'appelle le comité d'encadrement. Il est paritaire et décisionnel. Il est constitué de représentants des groupes faisant partie du partenariat de l'université, c'est-à-dire les chercheurs, les étudiants au projet, et d'un agent de médiation, c'est-à-dire nous, on s'appelle des agents de développement. C'est un lieu où on partage un vocabulaire, des concepts, des visées scientifiques, sociopolitiques, par des échanges, des discussions et des négociations. C'est l'espace aussi pour traiter de tensions, d'incompréhension. C'est vraiment un espace où peut s'exprimer les différences de culture, de temporalité, des ressources humaines et financières, les inégalités de pouvoir et où se rencontrent les différents savoirs. Les agendas de chacun aussi parfois. Donc, ça nécessite un mode de gouvernance qui est clairement défini, c'est-à-dire qui est paritaire. Les décisions sont consignées au compte-rendu, c'est la mémoire du projet, et le rôle de chacun est décidé. Les droits de propriété intellectuelle sont négociés et entérinés. Et en ce qui concerne toute la question de transfert et d'appropriation, même si on considère que dans le comité d'encadrement, déjà cet exercice-là, c'est du transfert et de l'appropriation, dès le début des projets en comité d'encadrement, les décisions qui vont être prises sur quels seront les outils de transfert, les activités, sont déjà discutées en comité d'encadrement dès le début. Donc, ce comité-là est animé et fonctionne avec le soutien d'un agent de médiation, l'agent de développement au service, qui est une personne dédiée à la médiation, à la coordination, puis au soutien tout le long du projet. Un rôle d'interface, conseil, témoin et mémoire du projet. Tout ça demande de l'adhésion de chacune des parties et prend du temps. Mais ça favorise l'engagement ainsi que le partage, la co-construction, comme le dit Lynn, et l'appropriation des connaissances en cours de projet et par la suite dans la mobilisation des connaissances, dans l'action comme dans le milieu académique. Le transfert qui est bidirectionnel dans le sens que c'est groupe, communauté, université, se fait tout le long du projet partenarial, ça fait partie du processus. Bien que chaque projet soit différent, le processus est itératif, donc se compose de nombreux allers-retours, par exemple, entre les représentants des groupes qui siègent autour du comité et leurs membres. Donc, on fait l'épreuve du terrain tout le long de la démarche. Le transfert, comme on l'a vu, puis comme on le voit sur la diapo, se fait dans le comité d'encadrement. Il y a un dialogue, il y a une appropriation, un partage de vocabulaire. La question de comment on va réussir à rejoindre les gens qui sont vraiment visés par le projet, ça fait partie des discussions et du travail du comité d'encadrement. Mais aussi au sein des organismes partenaires, dans le sens que les représentants des groupes qui sont sur le comité d'encadrement font des retours auprès de leurs membres pour faire état des travaux tout le long de la démarche. Et ce que ça fait, c'est que ça crée un intérêt continu. Et ce que ça fait aussi parfois, c'est ça
ça oblige à des activités supplémentaires de transfert ou d'appropriation par exemple, le professeur, parce que ce qui s'est dit au comité d'encadrement, quand c'est retourné au groupe, les gens ont des questions, ont besoin d'explications. Alors, parfois, on doit penser à des activités à faire directement sur le terrain avec les membres des groupes pour continuer d'avancer. Donc, ce qui résulte de cette façon de travailler, c'est que les formes, les lieux du transfert sont vraiment arrimés aux réalités des groupes. Les formes qui sont autres souvent que l'écrit scientifique, hein, ce n'est pas des articles qui sont produits, ça peut être des ateliers, des cafés urbains, des affiches, des capsules vidéo et parfois même des pièces de théâtre. Les moments sont arrimés au groupe aussi, donc les moments de transfert vont s'arrimer à des activités qui sont déjà prévues au sein du groupe, des assemblées générales, des représentations des commissions parlementaires qui sont déjà prévues ou des événements d'actualité. Et l'impact de cette façon de travailler, c'est qu'on maintient la motivation et on prédispose au changement et à la résolution des problèmes identifiés au départ. En conclusion, les nouveaux savoirs trouvent écho sur le terrain parce que les acteurs sont impliqués dans la démarche, allant de la définition du problème jusqu'à l'appropriation des savoirs créés. Donc, on va voir dans l'exemple qui suit comment ça contribue au changement des pratiques autant pour les groupes que pour le milieu académique. As-tu besoin de ça? Donc, le projet dont je vais vous parler, c'est un projet de recherche-action-formation. Il s'agit du projet Empreinte, agir ensemble contre les agressions à caractère sexuel dans les écoles secondaires du Québec. Les partenaires de ce projet sont au tableau. Alors, on a 2 professeurs du département de sexologie de l'UQAM spécialisés sur les questions de violence sexuelle et en particulier sur la question de l'évaluation des programmes de prévention au niveau des agressions sexuelles. C'est une demande qui nous est parvenue par le regroupement québécois des CALAC, c'est-à-dire le regroupement des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, qui est à l'origine de ce projet-là. Parmi les partenaires, il y a bien sûr l'agente du service aux collectivités qui coordonne les projets du service aux collectivités. Et dans les projets d'envergure, comme celui dont je vais vous parler, c'est-à-dire c'est un projet qui s'étale sur de nombreuses années, 4 à 5 ans, et qui bénéficie de subventions importantes, cela nous permet d'embaucher une coordonnatrice spécifique pour le projet. Dans ce cas-ci, il s'agit de Laurie Fradette Drouin. Et la plupart de nos projets impliquent également des étudiantes qui viennent en appui aux travaux de la coordonnatrice ou des chercheurs, bien souvent des étudiantes à la maîtrise. Dans ce cas-ci, on a 2 étudiantes à la maîtrise en sexologie. Alors, ce projet est issu il faut savoir que le regroupement québécois des CALAC, depuis une bonne trentaine d'années, donne des ateliers de prévention des agressions sexuelles à travers le Québec. Le regroupement des CALAC, c'est 27 CALAC répartis dans les 17 régions du Québec. Donc, ils donnent déjà des ateliers de prévention depuis longtemps dans les écoles secondaires. Mais ces pratiques-là sont très fragmentées, différentes les unes des autres et n'ont jamais été évaluées. Il y a le regroupement provincial nourrissait depuis un certain nombre d'années ce projet de les évaluer et de les standardiser pour avoir plus d'impact au niveau de la prévention. Le contexte actuel où le ministère de l'Éducation nous promet le retour des cours d'éducation à la vie sexuelle en septembre prochain, c'était du moins leur intention quand ils ont mis sur pied un certain nombre de projets pilotes qui se sont terminés il y a quelque temps, fournissait au regroupement un contexte favorable pour remettre sur pied ce projet-là, de faire le bilan de ce qui se fait à travers le Québec, de voir si ça fonctionne bien.
On a appris cette semaine que le ministère de l'Éducation reportait le moment d'entrée en vigueur de la prévention des agressions dans les écoles secondaires. Mais bon, j'imagine que le projet est simplement reporté et qu'il va voir le jour dans les prochaines années. Donc, pour les CALACS, c'était d'autant plus important qu'ils constataient qu'il y avait une absence de cours d'éducation à la sexualité depuis plusieurs années dans les écoles, alors qu'on assiste à la montée des violences sexuelles, même chez les jeunes, à la banalisation des violences qui se produisent en contexte scolaire, l'hypersexualisation, les nouveaux phénomènes comme la cybersexualisation aussi. Et bon, c'était autant de bonnes raisons pour faire le point, mettre à jour les pratiques. Donc, le projet qui s'est mis en place comporte 2 grands volets. Le premier volet, mener une recherche-action. On ne parlait pas de formation à ce moment-là. Colliger les différents outils de formation utilisés dans les CALACS et les analyser à la lumière des écrits scientifiques et de l'expertise des CALACS. Les 2 chercheurs sont des chercheurs je pense en particulier à Martine Hébert, qui a une chaire sur ces questions-là et qui donc maîtrise plusieurs outils d'évaluation qui ont été validés sur le plan scientifique. Donc, il s'agissait d'utiliser ces outils-là, mais tout en travaillant avec l'expertise des CALACS parce que c'était la base, c'était une condition de départ pour qu'on puisse travailler ensemble, c'est-à-dire de faire le bilan, mais en départageant les pratiques qui étaient très valables, des autres qui méritaient peut-être d'être revues. Le deuxième volet, coproduire un programme standardisé destiné aux adolescents des écoles secondaires et l'évaluer selon des critères scientifiques, était pas sur la table au tout début et j'y reviendrai. Donc, le premier volet s'est étalé sur 1 an. C'est une recherche, une véritable recherche. On a collecté les outils, on les a analysés, on a collecté plus de 250 outils utilisés par les CALACS à travers le Québec. On les a analysés et sous l'angle de ce qu'on considérait sur le plan scientifique comme étant des bons outils et on a fourni des recommandations. Le deuxième volet, lui, est en cours depuis 2015. Les 2 volets, parce que là, je vais les aborder ensemble, se déclinent en 5 étapes. La recherche dont je viens de vous parler, la co-construction du programme de prévention. Donc, ça devait se faire une fois qu'on avait nos recommandations. On s'engageait à le co-construire ensemble un nouveau programme de prévention avec 26 CALACS. On s'engageait à tester une première ébauche de ce programme de formation dans 6 écoles et 6 régions, donc 6 écoles. Il y avait plusieurs CALACS impliqués, mais moins quand même, mais 6 écoles, il y avait peut-être une dizaine de CALACS qui étaient engagés dans l'expérimentation pilote de l'ébauche qu'on a produite. Et ensuite, sur la base des résultats de cette première étape pilote, là, on s'en allait en formation, ce qu'on appelle des ateliers d'appropriation de 2 journées avec tous les CALACS du Québec participants. Je pense sur 26, il y en a autour de 23 qui participent à notre programme. Et c'est l'étape à laquelle nous sommes présentement. C'est-à-dire que ce sont des ateliers où là, ce qu'on appelle l'appropriation, j'y reviendrai, pour être en mesure de déployer le programme national donc à travers le Québec, dans les écoles et l'évaluer dans une dernière étape. Tout ça avec l'intention d'arriver pile poil avec l'entrée en vigueur des nouveaux programmes d'éducation à la sexualité dans nos écoles secondaires. Mais là, on risque peut-être d'arriver avant, ce qui est bien aussi, puisque les CALACS ont déjà de toute façon leurs entrées dans les écoles secondaires pour pouvoir diffuser le nouveau programme.
j'aimerais insister sur un moment avant de... Oui, monsieur? Est-ce que c'est le rapport d'étape que présenté le ministre la semaine prochaine? Le rapport d'étape, vous voulez dire des pilotes du ministère de l'Éducation? Ce que j'ai lu dans le... Oui, c'est ça. Ce que j'ai lu, c'est que pour le moment, le ministre de l'Éducation n'avait pas encore analysé le fameux rapport d'étape et que... Il l'a pas eu, il est censé l'avoir. Il a dit au radio, ah bon, il l'a pas eu encore. Mais en tout cas, c'est son ministère. Puis les projets pilotes sont terminés. Donc, la question est de savoir est-ce qu'ils ont compilé les résultats ou pas. Peut-être que c'est pas complété, mais en tout cas, l'ensemble des personnes qui suivent un peu le dossier semblent dire que ça sera jamais prêt à l'automne prochain, puisque de toute façon, l'argent n'est pas là, puis les professeurs n'auront jamais été formés, on n'a jamais le temps de former les professeurs à ce nouveau programme. Donc, c'est un peu ça le contexte là, politique de ce programme-là. Donc, j'aimerais inciter un petit peu, je sais que Geneviève en a parlé, puis on en parle souvent quand on fait des présentations, mais on n'insistera jamais assez, pour dire que ce qui est garant d'un transfert réussi, c'est de travailler à l'élaboration d'un projet commun en amont. Commun. C'est-à-dire, je ne vais pas répéter ça, là, mais il faut qu'on s'entende sur toutes ces dimensions-là du projet avec l'organisme avant de démarrer un projet. C'est garant d'une appropriation déjà en amont des connaissances qui vont contribuer à faciliter le changement dans la société. Ensuite, il faut clarifier aussi comment on va travailler ensemble, parce que c'est fondamental de décider si on veut travailler en partenariat et si on veut travailler en partenariat selon une approche que vous a décrite Geneviève. C'est donc l'étape du démarrage est fondamentale, de même que le comité qui l'encadre, que vous l'appeliez comme vous voulez, parce qu'il permet d'instaurer la dynamique de co-construction. Ça se décide dès le début. C'est comme une relation amoureuse. Hein? Les premiers moments sont déterminants dans la suite des choses. Donc, permet d'instaurer la dynamique de co-construction en clarifiant ensemble la démarche partenariale, ses finalités, le déroulement de ses opérations et le caractère démocratique de son processus. C'est à cette étape que se vérifie l'adhésion des parties prenantes à l'épistémologie de la recherche-action, puisque c'est à ce moment que se prennent les décisions et se formulent les engagements qui pourront par la suite faire l'objet d'ententes entre les partenaires. Donc, l'adhésion à l'épistémologie de la recherche-action, c'est vrai pour le groupe, mais c'est vrai pour les chercheurs aussi, parce que c'est pas tous les chercheurs qui veulent travailler comme ça, puis c'est correct aussi. Mais la première étape permet de le valider. Tu as des chercheurs qui c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils souhaitent, ça correspond à leur vision du transfert, puis il y en a d'autres, non. Donc, c'est important de le valider, puis c'est important pour nous, en tout cas, et peut-être pour vous aussi, si vous, dans certaines occasions, vous avez à mettre en place des partenariats, que le pairage, que le match soit adéquat entre le chercheur ou la chercheure et l'organisme partenaire. Il faut que ces personnes-là aient la même vision de ce qu'elles veulent faire ensemble, puis partagent des affinités aussi, hein, au niveau des affinités de pensée par rapport à la problématique qui est sur la table. En recherche féministe, on a une espèce de... Moi, je travaille dans le domaine des rapports de sexe, il y a comme une espèce de dénominateur commun qui s'appelle féministe, mais ça ne suffit pas pour, très certainement pas, pour garantir que la vision de comment on va travailler ensemble devrait procéder de telle manière. Dans notre projet Empreinte, l'approche théorique je vais en dire deux mots là, parce que c'est important pour comprendre le transfert. Celle que les chercheurs ont privilégiée, c'est le modèle écologique multiniveau. C'est comme ça qu'ils l'appellent.
C'est le modèle qui est utilisé dans plusieurs programmes de prévention en santé publique au Québec. Il s'agit d'un modèle qui se préoccupe de l'environnement des personnes qui sont directement ciblées par l'intervention. Ici, ce sont les adolescents et les adolescentes. Mais c'est un modèle aussi qui implique de réunir également les parents et le personnel scolaire autour des activités de transfert, dans les activités de transfert. Donc, on voit là les divers niveaux du transfert. Les adolescents dont on souhaite qu'ils se sensibilisent aux violences sexuelles et changent leur comportement à cet égard, mais aussi les personnes, les adultes significatifs qui fréquentent ces adolescents-là en contexte lorsqu'ils ont de 12 à 18 ans d'âge. Donc, dans notre projet, on produit un programme de prévention, mais les parents seront aussi invités à visionner. On est en train de produire 6 capsules vidéo sur Internet qui seront diffusées pendant la période d'expérimentation du programme à l'échelle du Québec. Donc, pendant que leurs enfants vont suivre les ateliers en classe, les parents seront invités sur Internet à visionner la vidéo qui aura été fait spécifiquement en fonction du rôle qu'on souhaite leur voir jouer concernant la prévention des agressions à caractère sexuel. Les vidéos vont comprendre des entrevues avec des intervenantes des CALAX, des experts externes et des jeunes qui viendront dire à leurs parents comment ils veulent ou ils ne veulent pas les entendre parler de sexualité avec eux. Le personnel scolaire, quant à lui, se verra offrir une formation d'une journée adaptée à leurs besoins avant le déploiement du programme. Donc, on est déjà en contact avec le personnel scolaire des écoles qui ont accepté déjà de collaborer avec nous. Le but est d'outiller l'équipe école à prévenir cette problématique et à intervenir adéquatement auprès de l'ensemble des élèves. Ce modèle multiniveau vise à favoriser une compréhension commune des différents apprentissages du programme que je ferai circuler tout à l'heure. On est encore à une avant-dernière version du programme. Je ne peux pas le diffuser, mais je peux le faire circuler. Quelques mots sur le programme. Alors, le programme comprend 6 ateliers correspondant à 6 thématiques. Les agressions à caractère sexuel, donc la problématique au sens large, l'ampleur, la définition, les formes, les conséquences, la fameuse question du consentement sexuel qui est difficile à comprendre visiblement même quand on est un adulte, alors imaginez les plus jeunes. Le dévoilement et le soutien, le pouvoir d'agir des jeunes pour contrer les ACS, la culture de l'hypersexualisation et les stéréotypes sexuels, et l'exploitation sexuelle. Ces systèmes-là ont été dégagés des pratiques qui étaient déjà en place par les CALAX, mais aussi du projet gouvernemental de remise en place des cours d'éducation à l'exploitation sexuelle. C'est-à-dire que le pouvoir d'agir des jeunes pour contrer les ACS n'est pas dans le programme du ministère. Puis de toute façon, le programme du ministère ne porte pas exclusivement sur les agressions sexuelles. C'est juste un petit volet qui porte là-dessus. Mais on a tenté, autant que faire se peut, d'arrimer nos thèmes à certains des thèmes du ministère, parce que l'objectif ultime, c'est d'être un des volets complémentaires au programme gouvernemental. Structure de chaque atelier, je peux le faire circuler un peu, là, si vous voulez voir. Alors, vous allez voir les objectifs généraux, objectifs spécifiques, messages clés adressés aux jeunes, déroulement des activités, l'évaluation, le matériel pour les intervenantes, les références, tout ça
fois 6 ateliers présents dans ce qu'on appelle le guide de... Oui, j'ai 5 minutes. Le guide d'animation et d'intervention. Merci, Marilyn. Ça va être 10. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous me donnez 10 minutes encore? Donc, le transfert ici, dans ce projet-là, il se fait selon 5 modalités principales. Comité d'encadrement, atelier de co-construction, ensemble, on a produit le programme, expérimentation pilote dans 6 régions, les ateliers d'appropriation et le déploiement national du programme qui sera fait l'année prochaine, sans compter les nombreux allers-retours que le regroupement québécois des CALAX qui siège au comité d'encadrement doit faire avec ses membres à l'occasion des diverses activités qu'il organise dans le cadre de sa planification annuelle. Donc, une bonne représentation, il y a 2 points d'importance à travers ces modalités-là. Ce qui compte pour que ça fonctionne, c'est qu'on ait une bonne représentation des représentantes des CALAX au sein du comité d'encadrement et un noyau dur d'intervenantes qui est le même du début à la fin du projet. Un noyau dur d'intervenantes, parce qu'on ne peut pas demander aux 26 CALAX d'être toujours présents à travers tout ce qui se passe, mais un noyau dur d'intervenantes assez stable, assez fixe. On était assez, là-dessus, on était assez chanceuse puisqu'on a eu un groupe qui a quitté, qui a été remplacé par un autre depuis le début. Donc, on voit qu'il y a tout un dispositif d'activité qui a été prévu pour assurer un réel transfert, tant auprès des étudiants, des écoliers, des écolières, qu'auprès de leurs parents et du personnel scolaire. Cette participation directe des intervenantes aux étapes clés du transfert a pour raison d'être échanger des connaissances avec les chercheurs, assurer la cohésion dans les processus décisionnels, maximiser les impacts des nouvelles connaissances sur les intervenantes, maximiser les impacts au niveau de la prévention auprès des jeunes. Bon, pour essayer d'accélérer, je vais juste dire une chose au sujet. Vous avez ici les apprentissages qui sont partagés, les objectifs qui sont visés à l'intérieur des ateliers de co-construction. Et qui sont des lieux vraiment de confrontation entre les savoirs des chercheurs et les savoirs des intervenantes des centres. Et aborder un enjeu qui est un enjeu du transfert, parce que parfois, ça demande, c'est quand même des chocs cognitifs importants pour les organismes parce que, au fond, ce sont leurs pratiques qu'on analyse, là. La recherche qui a été faite au début avait permis de réaliser que leur formation était efficace auprès des jeunes, que plusieurs étaient efficaces auprès des jeunes, mais que d'autres moins. Par exemple, la confrontation entre les écrits scientifiques et les pratiques répertoriées a permis de prendre conscience que si plusieurs des pratiques des CALAX allaient dans le sens des conditions d'efficacité reconnues dans les écrits scientifiques, d'autres gagnaient à être bonifiés afin d'en optimiser les bénéfices tant pour les adolescents que les adolescentes. Un exemple de cela, d'après les écrits scientifiques, qui ont été plusieurs écrits qui viennent des États-Unis, parce qu'ils sont très forts dans l'évaluation des programmes aux États-Unis, les chercheurs, certains messages reliés à l'approche féministe qui présentent les filles comme victimes et les garçons comme agresseurs potentiels peuvent entraîner chez les garçons des mécanismes de défense contre-productifs par rapport au changement d'attitude recherché en prévention des violences. En atelier, et donc ça, on a travaillé ça, on a partagé ces données scientifiques-là, les CALAX ont pris conscience qu'il fallait adapter certains messages afin d'atteindre les effets escomptés sur les garçons. Sur les filles, les mêmes messages avaient des effets complètement différents. Sur les garçons, on n'arrivait pas, par exemple, quand on parlait du pouvoir d'agir. Sur les garçons, ça avait des effets paralysants, des mots comme agresseur,
les identifier, des façons, des formulations qui faisaient en sorte qu'ils se sentaient visés par l'aspect, disons, criminel de la problématique. Donc, certaines pratiques ont été revues pour mieux correspondre aux étapes du développement psycho-socio-sexuel des adolescents. Donc, c'est quand même, en termes de transfert, avec un groupe féministe, pour qui l'approche féministe, un des fondements, c'est vraiment de bien camper, hein? Qui est la victime et qui est l'agresseur, ça demandait quand même de travailler ensemble et d'essayer de trouver des solutions créatrices. Et on y est parvenu. Oui. Donc là, oui, on peut... OK, ça va. Je pourrais répondre à vos questions concernant les autres ateliers et les points d'importance dans les autres ateliers. Quelques acquis du transfert. Alors, ce projet et les décisions qui ont été prises ensemble de façon permanente à travers toutes les étapes qui ont jalonné le processus de coproduction a permis une confirmation de l'importance de développer un programme commun basé sur les pratiques prometteuses. Parce qu'au début, quand on a fait la recherche, les CALAX, la majorité d'entre eux ne voulaient pas de programme standardisé, voulaient préserver leur autonomie de fonctionnement et leur marge de manœuvre et ne voulaient surtout pas faire évaluer leur démarche de formation. C'est vraiment en travaillant ensemble et en développant les étapes les unes sur les résultats des autres et en restant toujours en communication avec les membres des CALAX, donc les allers-retours entre le noyau dur de CALAX, les chercheurs et les nombreuses intervenantes qui travaillent à travers le Québec, qu'on a pu petit à petit obtenir l'adhésion quant à l'importance de développer un programme commun basé sur des pratiques prometteuses. Il y a eu un départage entre les activités qui répondent aux critères scientifiques et de celles qui s'en éloignent. Je vous ai donné un exemple, il y en a d'autres. Il y a eu une reconnaissance de l'importance d'un programme de prévention standardisé avec zone de flexibilité. La zone de flexibilité, c'est les chercheurs qui ont été obligés de faire un peu de compromis. Parce que pour que les apprentissages soient valables dans les programmes de prévention, il y a des critères très, très, très précis, notamment le rythme, l'intensité d'exposition des adolescents aux nouveaux apprentissages. Les CALAX, dans une certaine mesure, n'étaient pas en mesure d'assurer une telle intensivité. Ils n'ont pas la structure organisationnelle des CALAX n'est pas organisée comme ça. Donc, il y a eu un certain compromis des chercheurs, c'est-à-dire qu'ils sont passés à l'obligation de 6 ateliers pour chacun des thèmes à 4, en révisant un peu les activités pour maintenir leur caractère de rigueur scientifique. Il y a eu une appropriation des étapes et des outils d'une démarche d'évaluation de programme afin d'assurer une évaluation continue sur une base autonome. On a passé tout à l'heure les formations, les ateliers d'appropriation. Ensemble, les groupes qui sont là en grand nombre aux ateliers d'appropriation ont pris connaissance des différents modèles d'évaluation, puis ils ont adopté ensemble un modèle d'évaluation participatif. Et c'est dans cette perspective-là de meilleure maîtrise de ce qu'est l'évaluation qu'ils ont dit, OK, on embarque. Donc, on n'avait pas cette certitude-là a priori. Augmentation de la motivation à intervenir. Ouverture et renforcement de la capacité d'adaptation des interventions préventives face aux réalités socioculturelles et économiques reliées au genre, à l'appartenance ethnoculturelle et à l'identité sexuelle. Il y a eu aussi beaucoup de discussions et de révisions des ateliers pour tenir compte des orientations sexuelles des jeunes, pour tenir compte du fait que les réalités vécues, les identités sexuelles des jeunes en milieu secondaire sont en train de se cristalliser et qu'il y a d'autres façons de vivre sa sexualité que l'hétérosexualité
Donc, les programmes ont été revus en fonction de ça, ont été revus aussi en fonction d'une vision intersectionnelle, c'est-à-dire que les personnes venant des communautés immigrantes ou racialisées connaissent des préjugés sur toutes les questions de violence sexuelle, sur toutes les questions d'identité sexuelle. Donc, il faut essayer de travailler les préjugés qui sont bien souvent, qui interviennent souvent dans, par exemple, la question du dévoilement ou du non-dévoilement qu'on souhaite dans le contexte de relations, de violence sexuelle. Ouh, la souris! Et la compréhension des enjeux liés à l'implantation du programme commun de prévention dans le réseau scolaire québécois. Alors, peut-être juste nos 3 petites bulles pour finir. Je vous laisse lire ça, le temps que... En fait, ce sont des témoignages d'intervenantes. On aurait aimé avoir des représentants de groupe avec nous aujourd'hui, mais ça n'a pas été possible. Donc, on a tiré des témoignages d'intervenants qui ont participé, des intervenantes de CALAC qui ont participé à ce projet-là, qui partagent ce que ça leur a apporté, soit à elles, soit dans leur milieu, soit dans les écoles ou dans leur communauté. Alors, peut-être rapidement, parce que c'est vraiment toujours intéressant de prendre le coup. On n'a pas terminé, mais déjà, on rencontre souvent les intervenants qui font... Toutes les étapes sont évaluées, elles sont appelées à commenter ce qu'elles vivent. Il y a déjà des retombées au niveau de la communauté autochtone. Dans ma région, c'est une école autochtone de la communauté Betsiamite qui a accepté d'appliquer le programme l'année prochaine. Et l'école s'est engagée, lors de l'atelier d'appropriation, à adapter et traduire des outils pédagogiques du programme Entraide. Ça, c'est une intervenante de la Côte-Nord. Alors, comme elles sont très reliées avec leur communauté locale, il y a plein de retombées qui émanent de ce projet-là, qui facilite énormément la réalisation de nos activités. Ça fait beaucoup de bien de travailler avec les chercheurs parce qu'on sent qu'on fait la bonne chose depuis plusieurs années. Donc, cette idée-là que, oui, on change les choses, mais oui, on reconnaît puis on utilise ce qui est bon déjà. Cela met une approbation à notre expertise, augmente notre crédibilité et notre sentiment de compétence. Ce n'était pas mon choix de participer à ce comité au départ et maintenant c'est mon projet bonbon. À un moment donné, je me suis rendu compte que le centre s'est mis à recevoir plus de demandes d'aide de jeunes femmes qu'avant ZAP, secondaire adulte. Le programme qu'elle donne s'appelle ZAP et non, ça a changé par Entraide bientôt. Des filles de 17, 18, 19 ans sont venues chercher de l'aide. On sait que plusieurs personnes agressées viennent chercher de l'aide tôt. On sait que plus les personnes agressées viennent chercher de l'aide tôt dans leur vie, mieux c'est, car les conséquences sont moins cristallisées. Alors là, on a là vraiment un impact d'un bon programme de prévention parce que quand le nombre de jeunes augmente, le nombre de jeunes qui vont chercher de l'aide dans les centres de soutien augmente, c'est signe qu'on atteint une partie de nos objectifs et que le taux de revictimisation sera moins important chez ces personnes-là parce que c'est fondé aussi dans les études scientifiques que le taux de revictimisation de violences sexuelles est beaucoup plus élevé chez les personnes qui ont connu dans l'enfance au moins une agression sexuelle. Donc, c'est pas rien comme impact. Puis, il y en aura d'autres. L'étape d'évaluation commence l'année prochaine et on sera à même de faire un bilan complet de cette expérience. Je vous remercie. Les défis.